une réac pendant ce temps. Il y a une que j'avais mis en favori, que je voulais voir. Elle dure 23 minutes, tranquille bilou. Ouais, ça m'a l'air d'être bon. Hunter x Hunter fait partie de ces œuvres à l'univers très développé. Attends. Si développé que vous plongez dans une aventure au gré de régions extraordinaires. Apparemment, c'est bon. D'une Voilà. nature et des créatures qui dépassent l'entendement, une mixture qui rend le visionnage magique. C'est magique car à chaque instant vous plongez plus profondément dans l'inconnu. Les gars, je viens de finir Hunter x Hunter il y a pas si longtemps que ça. Un univers bien plus vaste. Cet univers cache un secret, le continent caché. Donc si vous avez pas regardé Hunter x Hunter, en vrai regardez pas, sinon vous êtes spoilé quoi, c'est con. Le continent caché est dangereux, si dangereux que les conditions pour y aller sont quasiment inatteignables, si périlleux que le voyage représente à lui seul un défi mortel. Les survivants ayant accompli cette folie ne se comptent que sur les doigts d'une seule main. C'est le sommet de l'aventure, un lieu où tout reste à découvrir. Nous ne connaissons donc presque rien de ce continent, mais parmi le peu d'informations que nous avons, une race nous intéresse particulièrement, les fourmis chimères. Les fourmis chimères sont des insectes, elles fonctionnent en colonie avec une hiérarchie très stricte. Nos fourmis fonctionnent de la même manière, mais en réalité, ces créatures sont bien plus que de simples insectes. Lorsque la reine se nourrit, elle absorbe les caractéristiques des créatures qu'elle mange, permettant aux générations futures d'obtenir leurs capacités. Oui, c'est un cycle sans fin d'évolution. Cette particularité en fait une race extrêmement dangereuse qui pourrait à terme devenir très puissante, voire trop puissante. Une reine s'est échouée sur la plage d'un pays au sud. Elle doit reprendre des forces et se reproduire. Très vite, à l'aide de crabes, de poissons et de chauves-souris, les premières fourmis chimères voient le jour. C'est là que la hiérarchie commence à se mettre en place. Les premières fourmis deviennent des soldats, leur but, nourrir la reine. Ces soldats vont chasser des créatures et finiront par trouver des humains. Ici, il n'y a plus de limite. Les gènes vont se multiplier et permettre aux fourmis de devenir de plus en plus développées. Le pire dans tout ça, c'est que dans Hunter x Hunter, il existe le nen. Pour faire simple, le nen c'est l'énergie vitale, et petit à petit, les fourmis chimères vont non seulement sentir cette énergie, mais aussi apprendre à l'utiliser. À partir d'ici, 3 catégories vont être créées dans cette hiérarchie. Les péons, ce sont les soldats dont font partie par exemple les premières générations, faibles et intelligents. Les officiers, des fourmis légèrement plus fortes et intelligentes. Et enfin les leaders, la poignée de fourmis chimères étant plus puissante et intelligente que le reste. Lorsqu'assez de leaders ont été pondus et que les gènes de la reine sont suffisamment développés, elle va donner naissance à la garde royale, un groupe d'élite très puissant. Ce groupe va se situer au-dessus du reste. Oh là là, le Néferopito comme elle est trop belle. Le roi. Le sommet de la hiérarchie des fourmis chimères n'a pas encore vu le jour et pourtant, c'est la raison principale de toute cette histoire. C'est l'unique but de la reine, créer un être supérieur si puissant et intelligent qu'il permettrait à sa race de dominer et donc de perdurer. Il n'est même pas encore né et pourtant, il est déjà le point central de cette histoire, la raison d'être de cette espèce. En fait, déjà quand tu dis que genre Néferopito et Youpi et l'autre là, je sais pas, le suceur, ils sont plus forts que limite tout le monde. Tu te dis frère, c'est finito, le roi il est trop fort. Aucun doute que cette créature est bel et bien le roi. Rien que son aura dépasse l'entendement, il est déjà bien supérieur à toutes les fourmis chimères existantes. C'est d'ailleurs l'axe premier de son développement, la puissance. Il ne respecte que ça. Il est impitoyable et n'a aucune empathie pour quiconque, que ce soit sa propre race ou les autres. Il voit les humains comme une espèce inférieure, une simple source de nourriture. Cruel et violent, il sait à quel point il est supérieur et agit dans ce sens. Après tout, c'est son rôle de roi, imposer sa race à travers sa domination. C'est très mécanique à l'image de notre monde. Les insectes ne respectent que leur instinct, et c'est exactement ce qu'a fait la reine. Elle a donné naissance à des générations de fourmis chimères pour permettre à sa race de survivre. Le but est d'arriver jusqu'au roi, qui ensuite doit chercher d'autres espèces pour créer des reines pouvant reproduire ce schéma et perpétuer la race des fourmis. C'est aussi simple que ça, et dans les faits c'est exactement ce qui aurait dû se passer. Mais le problème, c'est qu'ils ont dévoré des humains, et que désormais, ils possèdent dans leur gène de l'humanité. Le roi va chercher un endroit où s'installer, et quoi de mieux que le palais royal du dictateur de ce pays. Grâce aux gardes, c'est dans ce palais qu'il va découvrir la meilleure nourriture, les utilisateurs de Nen. Non seulement ça le nourrit, mais en plus sa puissance augmente à chaque repas. Il faut comprendre qu'à ce niveau, le roi vient de naître. Là où il comprend facilement le schéma des insectes l'entourant dû à son instinct, les humains sont bien différents, et il analyse chaque événement. L'utilisateur de Nen qu'il va dévorer n'était donc qu'un soldat de la garde, le dictateur lui n'avait aucune aura. Il est stupide de la part des humains de laisser des hommes plus faibles être au sommet de la hiérarchie. Et ça, c'est très intéressant. C'est très intéressant parce que bien que le roi soit dicté par le pouvoir et que donc son raisonnement soit logique, cette évocation est le précurseur du développement de son intelligence. Jusqu'ici, ils étaient contentés de chercher un lieu où s'installer et de trouver de la nourriture, l'instinct. Mais lorsqu'il dit qu'un comportement est stupide, c'est qu'il a commencé à développer son intelligence et que c'est selon sa propre analyse que c'est stupide. Là où il a une puissance naturelle due à toutes les créatures dévorées par la reine, son intelligence, elle, doit se construire. Ses gènes n'influent que sur le potentiel de son intelligence, et c'est cette réflexion, aussi anodine soit-elle, qui est le début de cette construction. Le roi prend possession du palais et met en place son plan d'action. Utiliser le corps du dictateur pour manipuler le peuple du pays et ramener un maximum de gens dans la capitale.
Une fois fait, mettre en place une sélection parmi le peuple où le naine sera brutalement éveillé chez eux, pour en faire de la nourriture de haute qualité ou des soldats. Tout ça, dans le but d'être le plus puissant possible et de créer une gigantesque armée pour dominer le monde. Ce plan d'action est simple, mais évidemment, toutes ces étapes prennent du temps. En attendant, le roi va découvrir les coulisses du palais et trouver des livres. Petit à petit, il développe son intelligence et ça lui plaît. Il comprend que la quête de l'esprit existe et qu'elle peut être passionnante. Cependant, son ego surdimensionné de roi existe toujours et très vite, il va vouloir tester son intelligence et surtout prouver que la sienne dépasse celle des autres. C'est là qu'interviennent les jeux de stratégie. Il découvre et se passionne pour cette discipline, et ça, ce n'est pas anodin. Déjà car ça développe l'intellect, mais surtout car c'est ce qui se rapproche le plus de son instinct primitif. Merem surcoté, juste un gros... Bah réel, Merem il est trop fort. Merem il est vraiment très bien. Le roi va commencer par le shogi, un jeu japonais ressemblant aux échecs. Il bat le champion avec 22 coups d'avance, vous vous rendez compte? À l'aide de simples livres, le roi a Merem, moi je dis ça hein. Le champion de shogi. Moi je dis ça hein, mais Meruem, j'avais vu, je te jure que sans Meruem, Hunter x Hunter c'est grave vide comme œuvre. Non. Non, parce que pour moi, il y a aussi la Brigade Fantôme qui est très intéressant. Là, en vrai, moi, je suis pas trop dans les scans de Hunter x Hunter. Je suis plus dans l'animé. Mais même, en vrai, c'est une très grosse partie de l'œuvre. Parce qu'en fait, la Brigade Fantôme a part tuer des CRS. Ils ont fait quoi, ça? Ben, je trouve que leur développement est assez bien, tu vois, dans l'arc Yorkshin City. Moi, j'ai très bien aimé cet arc. Moi, je trouve que c'était parfait. Mais Rem, c'est genre 70% de Hunter x Hunter parce que vraiment, c'est. Pour moi, pourquoi Hunter x Hunter est si connu, c'est grâce à Meruem. Et pourquoi Meruem est si connu, c'est parce que ce développement, il est juste incroyable. Je sais pas si t'as compris comme ça Hunter x Hunter, mais en gros, l'arc de Meruem, c'est genre Meruem passe de vilain à gentil. Ce qui va, je pense, expliquer là. Et les autres qui l'ont combattu, c'est-à-dire Netero, Gon, Netoro et Gon en vrai, c'est tout. C'est aller de gentil à méchant, genre démon. Genre tout l'inverse de Meruem. Et je pense que c'est là où il va parler là. Peut-être ça va faire changer ta vie cette vidéo. Je pense que ça va te faire changer ta vie, donc regarde bien. En plus de cette humiliation et de la terreur qu'il représente, il va demander au champion pourquoi il n'a pas abandonné. Est-ce qu'il comptait sur une erreur? Bingo, il touche juste. Il touche juste car les mécanismes de l'intelligence humaine sont aussi les siens et qu'ils se développent très vite. Précédemment, il n'avait pas compris certains humains, mais ici en un seul coup, il comprend. Évidemment qu'un champion mis en difficulté va attendre la moindre erreur et ne pas abandonner. Sauf qu'ici, c'est un affront pour son ego. Est-ce que vous aussi vous vous êtes demandé pourquoi est-ce qu'il avait posé la question alors qu'il avait tout compris? La réponse, c'est parce que c'était la première fois qu'il vivait cette situation. Comment être sûr que son raisonnement était le bon? Il lui fallait la validation du concerné et c'est une marque d'intelligence de non seulement se questionner, mais aussi d'en chercher la réponse. Le roi va enchaîner avec le champion du Go. Le Go est le jeu de stratégie sur plateau le plus complexe et en devenir un maître est une prouesse. Le champion est réticent à accepter le duel, mais après une menace, il accepte. Après seulement 10 parties, le roi finit par battre le champion. Le joueur de Go trouve une excuse, il est fatigué et contre toute attente, le roi accepte son excuse et lui ordonne de se reposer. Celui-ci, terrifié, commettra l'irréparable pendant son repos. Ça soulève une question très intéressante. Pourquoi mettre fin à ses jours alors que précédemment, lors du dilemme, il finit par accepter de jouer contre le roi? Avant d'accepter, il était déjà terrifié, et là il aurait pu se reposer afin de rejouer. Pourtant, il fait le choix de disparaître. On parle encore une fois d'un champion, il est le meilleur et quelqu'un le défie. Évidemment qu'il finit par accepter. Il va d'ailleurs accepter 10 fois de suite malgré cette fatigue grandissante et ne fait le choix d'arrêter que lorsqu'il perd. On a tous déjà été dans le déni après une défaite, alors qu'on pensait survoler les débats. Et là, c'est exactement le cas du champion, car l'excuse de la fatigue ne fonctionne que pour le futur. Pourquoi accepter une partie s'il était fatigué? L'erreur est humaine, mais ici on parle d'un champion qui a dû faire face à cette fatigue des milliers de fois. Cette excuse ne marche donc pas. Le problème, c'est que là où le fait d'être un champion lui permettait de surpasser sa peur, celle-ci devient démesurée lorsque le monstre en face de lui le surpasse désormais dans la seule discipline où il se pensait intouchable. Maintenant, reste à savoir pourquoi le roi a accepté cette excuse et lui a permis de se reposer. L'excuse devrait sonner au moins aussi fort que l'irrespect dont a fait preuve le champion de Shogi. Le champion de Go n'accepte pas la victoire de son adversaire et rabaisse même celle-ci par son excuse. Pourtant, le roi accepte. Il accepte car tout ce que je vous ai raconté sur le champion de Go, le roi l'a compris. Il a compris que ça ne servait à rien de se salir les mains et ça, c'est très intéressant car c'est la première fois qu'il estime que s'imposer par la force est inutile et ce, parce qu'il s'est imposé par l'intelligence. C'est l'heure de l'étape finale, le Gungi, un jeu stratégique fictif créé par l'auteur. Ce n'est pas l'étape finale car tridimensionnelle que les autres. Non, c'est l'étape finale car le champion du monde est présent dans la région et que si le roi gagne, il le devient
prouvant par la même occasion sa supériorité intellectuelle sur les humains. En réalité, celui qui vous dit que c'est l'étape finale, c'est le roi lui-même. Comment s'appelle elle déjà? Komungi, je crois qu'elle s'appelle. Une femme arrive, c'est la championne du monde et elle est aveugle. Très bavarde, le roi lui demandera de se taire. Il n'a que faire de ce qu'elle peut dire. Elle n'est là que pour satisfaire son ego d'être le meilleur. Une seule chose à faire, la vaincre. Le roi la considère idiote. Il ne comprend pas comment quelqu'un comme elle a pu arriver au sommet de son art. Mais la partie est sur le point de commencer. L'atmosphère a totalement changé. Elle est passée du petit être fragile à la confiance ultime. Les yeux ouverts, tout devient millimétré de son côté. La partie commence et le roi perd. Il aurait pu s'adapter jusqu'à gagner comme à chaque fois. Et dans les faits, c'est ce qu'il va essayer de faire. Mais en plus, il comprend qu'il fait face à un sommet spécial. Il comprend non seulement qu'elle l'a battu avec des stratégies basiques, mais surtout que ça veut dire qu'il n'est pas encore assez bon pour qu'elle montre ce dont elle est capable tout de suite. Le roi perd. Il perd encore et encore et la championne innocente finit par lui avouer qu'elle n'utilise pas toutes ses tactiques et qu'elle devrait s'y mettre car il apprend très vite. Les deux pensent exactement à la même chose et ce que ça veut dire c'est qu'elle s'adapte. Elle s'adapte comme lui qui est en apprentissage constant. Cette première interaction entre eux pourrait s'arrêter là, mais lorsque le roi lui ordonne de se reposer, la championne rétorque qu'elle peut jouer pendant des jours sans se fatiguer et surtout présente une détente à toute épreuve. C'est littéralement l'opposé des précédents champions. Cette femme est véritablement l'étape finale. Au gré du temps, les parties vont s'enchaîner. Vous vous rappelez de la sélection dont je vous ai parlé un peu plus tôt? Elle est toujours en préparation et c'est le point culminant de son plan pour dominer, mais c'est pendant ces parties que l'instinct du roi va commencer à passer au second plan. Jusqu'ici, rien ne pouvait altérer son objectif de domination, absolument rien. Mais là, de la nourriture de haute qualité est prête pour lui, mais il est tellement concentré contre la championne qu'il décide de ne pas aller manger. Ce que ça veut dire, c'est qu'il fait le choix de mettre le développement de son intelligence devant celui de la puissance, car manger le rend plus fort. Et ça, c'est encore une première. Mais ce n'est pas tout. Après plusieurs parties, la championne va en remporter une de plus, mais avant de porter le coup final, elle hésite. Elle hésite parce que le roi a utilisé une technique qu'elle avait créée il y a 10 ans, Cocorico. Cette technique ah ouais? T'aimes bien Komungi? Un adversaire l'a utilisé contre elle. Face à celui-ci, c'est vrai qu'elle est très forte. Hein. Pour vaincre son propre bébé et donc le tuer. N'étant plus efficace contre elle, Cocorico n'a plus jamais été utilisé. Mais ici, le roi l'a trouvée seule. Il l'a malgré lui ressuscité. Elle a donc hésité car ça lui a non seulement fait honneur, mais aussi, il a fallu le tuer une seconde fois. Vous voyez toute cette explication? Le roi va l'écouter. C'est tellement surprenant quand même. Komungi, je l'aime bien, jusqu'à elle a baisé le roi en AV1. Il était trop insolent, c'est fou. C'est réel, mais après, c'est réel, le roi était insolent de fou. Et c'est grâce à elle que Meruem a eu l'une des meilleures écritures de Hunter x Hunter. Car toutes ces parties l'ont rapproché d'elle. À ce moment précis, il écoute et comprend un sentiment humain. Et là, c'est la cassure. Le roi a besoin de temps. Pourquoi prend-il autant de plaisir à perdre? Il va lui-même dire qu'il ne comprend pas. Et vous savez qui est-ce qui dit ça? Les humains. Très souvent à cause de sentiments. Et jusqu'ici, le roi comprend tout et bien mieux. Mais là, il éprouve des sentiments inédits. Il se trouve faible et dit qu'il ne vaut pas mieux que les humains. Il est en train de perdre sa rage de vaincre. En réalité, cette introspection est le combat entre son instinct d'insecte et son humanité. Il aime perdre, mais la défaite est synonyme de faire. Les parties vont reprendre, mais cette fois, le roi veut pimenter l'enjeu. Il veut parier. Il cherche un moyen de perturber la championne, soit par la peur, soit par la convoitise, les deux aspects qu'il juge être le point faible des humains. Donc voici ce qu'il lui propose. S'il perd, la championne peut demander ce qu'elle veut, n'importe quoi. S'il gagne par contre, la championne doit perdre son bras gauche. Je vous rappelle le but du roi. Vaincre la championne et atteindre le sommet de ce que peut faire l'intelligence humaine en termes de stratégie. L'étape finale qui lui permettrait de nourrir une bonne fois pour toutes son ego. Pourtant, s'il gagne, il ne lui prendrait que son bras gauche. Est-ce que ce n'est pas la preuve irréfutable du développement de ses sentiments humains? C'est dans la lignée de son combat entre son instinct et de ce qu'il ne comprend pas vis-à-vis de son humanité, un paradoxe en lui qui crée le souhait de lui faire peur tout en la gardant en vie. Le problème c'est qu'ici, la championne précise qu'elle veut mettre en jeu ce qu'elle met toujours en jeu, sa propre vie. Ce jeu de stratégie est sa raison de vivre. Face à ces mots, il réalise non seulement qu'elle n'éprouve ni convoitise ni crainte, il comprend non seulement que la championne possède quelque chose qu'il n'a pas, mais aussi, il comprend qu'il la considère. Ce n'est plus qu'une simple humaine faible, non, c'est devenu une personne avec qui il veut passer du temps. Il s'excuse et pour prouver que c'est sincère, donne son propre bras. Il la menace de la tuer si elle n'accepte pas de jouer. Le roi accepte son argument et annule sa menace. Il accepte son humanité. Le paradoxe en lui entre son instinct et son humanité est partiellement supprimé. Avec la championne, il est humain. Avec les fourmis chimères, il est le roi de son espèce.
C'est encore plus marqué lors de cette scène. Plutôt comme elle est belle. Discute avec lui. Il lui dit de se taire directement et ne veut pas se répéter. Gros suceur. Dans la lignée de son comportement passé dicté par son instinct. Pourtant, avec la championne, il écoute. Le roi se fait soigner et les parties peuvent reprendre pendant 3 jours. Évidemment, la championne ne perdra pas, mais en plus, elle aussi évolue. Elle se développe comme le roi intellectuellement et garde toujours une longueur d'avance, à tel point qu'elle va éveiller son haine en jouant. Et à ce moment-là, 2 choses se passent. La championne sent que quelque chose de spécial lui arrive, car elle pense à des coups incroyables en continu. Elle veut prendre une pause pour tous les mémoriser. Le roi, voyant son haine, réalise que la championne évolue avec lui. Dans Hunter x Hunter, il existe une particularité qui peut rendre ton haine surpuissant, les contrats. Plus ton contrat a une condition dangereuse, plus celui-ci deviendra puissant. Ici, de manière totalement inconsciente, la championne va créer un contrat entre son naine et le Gungi, car celui-ci s'éveille pendant qu'elle joue. Le contrat est très simple et c'est même elle qui nous l'a présenté précédemment. Elle met sa vie en jeu à chaque partie. Plus le roi veut jouer avec elle, plus elle veut jouer avec lui. Tous deux se développent ensemble. La seule manière pour elle de surpasser ses propres capacités humaines était de lier celle-ci à son naine. Le roi accepte qu'elle se repose. Oh là là, le meilleur moment. Mais non, j'ai pas de prénom. Être le roi, ce n'est qu'un titre. Comment définir son identité s'il n'a pas de prénom? Vous savez ce que je vais dire? Qui d'autre qu'un humain a besoin de se définir avec un prénom? Le roi explore de plus en plus son humanité. Il va invoquer ses gardes pour demander son nom, mais aucun n'a de réponse. En réalité, ils ne comprennent pas vraiment pourquoi ça l'inquiète. Il n'en a pas besoin, c'est le roi. Mais il explore son humanité et estime qu'être un roi n'est qu'un titre, pas une identité. Il va même aller jusqu'à préciser qu'il existe plusieurs formes de force, et que s'il tue quelqu'un, ce quelqu'un pourrait le surpasser dans un domaine particulier. Exactement comme Komugi avec le Gungi. Il aurait donc massacré une graine capable de grandes choses. Lorsqu'il prononce ces mots, il réalise que la plus grande des forces est la puissance, car avec celle-ci, il peut annihiler n'importe qui. Il réalise qu'il possède le plus grand des pouvoirs et que peu importe le domaine, il sera toujours supérieur grâce à celui-ci. En réalité, le sommet il l'a déjà atteint, et demain a lieu la sélection, l'événement qui fera de lui le roi du monde. Il n'a plus besoin de Komugi, et s'élance donc pour la tuer. Mais... voilà. Même cet ending. Stop. Tu vas commencer à mettre l'ending. Lorsque Netero aura finalement atteint sa limite, il lui dira son nom, Meruem. Mais cette limite a un prix. Meruem découvre la méchanceté sans fond qui règne dans le cœur humain. Face à une créature qui était censée être le mal, Netero utilise l'équivalent d'une bombe nucléaire, ce que l'humanité a fait de pire. Il devient le danger et lui fait ressentir une nouvelle forme d'émotion. Je vous ai baissé un peu parce que sinon ça va vous faire mal aux oreilles. Explorer le mauvais côté de l'humanité. Il ne se doutait pas que cet aspect pouvait exister. Il se rend compte que depuis le début, Netero avait une longueur d'avance sur lui. Échec et mat. Badaboum. Il va à peine survivre à cette explosion et perdra la mémoire, mais ses gardes vont lui permettre de se remettre et de revenir plus fort en se nourrissant d'eux. Il ne perdra pas la mémoire très longtemps, mais l'expérience du combat contre Netero fera naître en lui une humilité folle. Il va continuellement pardonner ceux qui l'entourent et fait preuve d'une intelligence qui dépasse tout ce qu'on a pu observer par le passé. Il a en réalité été empoisonné par la technique de Netero et ne peut pas y échapper. Étant condamné, il ne veut qu'une chose, retrouver Komugi et jouer avec elle. Ensemble, ils vont jouer une ultime partie. Juste avant de commencer, Meruem lui donne son nom. Il peut enfin lui répondre. La partie commence et pendant celle-ci, Komugi utilise sa technique Kokoriko, qu'elle n'avait plus utilisée depuis des années. Là où c'est toujours elle qui a dû surpasser cette technique au Gungi, Meruem réfléchit comment la contrer et finit par trouver une solution. Dès lors, Komugi se met à pleurer de joie. Elle se demande si elle a le droit d'être aussi heureuse. Elle est heureuse à ce point car personne n'avait jamais été aussi bon au Gungi face à elle. Elle n'avait jamais pris autant de plaisir dans l'art de son cœur. Depuis qu'elle a rencontré Meruem, il prend soin d'elle et lui permet de se dépasser dans ce qu'il y a de plus cher pour elle. Face à ses pleurs, Meruem lui avoue qu'il va mourir et que si elle reste avec lui, elle aussi. En créant Kokoriko, Komugi a précisé que c'était son bébé, une tactique inédite. En contrant celle-ci, Meruem vient d'en créer une à son tour. Elle a donc trouvé un adversaire qui lui permettrait d'en créer encore et encore.
C'était la reine incontestée du Gungi, elle vient de trouver son roi. Elle décide de jouer son coup et donc de rester. Et en plus, elle surpasse la solution qu'il avait trouvée pour vaincre Cocorico. Les deux se rendent compte qu'ils sont nés pour vivre ce moment. Dû au poison, ce moment, frère, c'est vrai, c'est un bébé dans ce moment-là. Il peut enfin comprendre Komugi. Komugi touche le visage de Meruem. Elle, qui peut mémoriser tout ce qu'elle touche, le voit pour la première fois. Main dans la main, ils restent liés jusqu'à l'au-delà et Meruem a fini par trouver sa raison de vivre. Parfaite fin. Perfect finish. Mais surtout, comment le clone Pokémon a dépassé l'original? Mais quoi?